docteur Pierre Sébastien, voilà, qui est convoqué ce soir pour ouvrir cette conférence de presse. Je vais me permettre de le lancer. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Guillaume Gilles et Éric Maté. Donc, ce sera un point presse très technique tourné vers la suite de la compétition. Pierre, je me permets de te lancer. D'abord, la première question, c'est prendre des nouvelles de Timothée Nguessan, qui a été touché aux adducteurs, je crois, lors du premier match face à la Norvège. Où en est-on de son protocole de reprise? Bonjour à tous. Écoutez, Tim va bien. Il a présenté une petite lésion musculaire. Les conditions un peu particulières dues à l'épidémie de Covid font que on ne peut pas trop sortir de la bulle. Donc, heureusement, on a réussi à amener avec nous un échographe portable qui nous a permis d'affiner un petit peu sa lésion là, et de voir que logiquement, ça va bien se passer. On le soigne et il ne devrait plus tarder à faire son retour sur le terrain, la compétition. Alors, la question qui taraude tous les participants de cette conférence, c'est évidemment, après la douloureuse blessure de Wesley hier, qui a ému tout le monde derrière son poste, des nouvelles de Wesley, tout simplement. Où en est-il? Au niveau de la lésion, c'est pas terrible. Effectivement, c'est une grosse lésion du genou. On suspecte malheureusement un peu le pire dans les lésions ligamentaires de ces genoux-là chez les gardiens. On a passé l'IRM, on n'a pas encore les images, donc je suis un petit peu gêné pour vous donner le véritable diagnostic. Mon impression est que c'est pas qu'il y a une rupture du ligament, on l'a déjà dit, mais on va attendre la confirmation par les images. Dans tous les cas de figure, on s'est battu aujourd'hui pour le faire rentrer le plus rapidement possible en France, pour qu'il puisse retrouver avec son club et commencer les soins inhérents à sa blessure. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va enchaîner avec Guillaume, parce qu'évidemment, la question subsidiaire, c'est dès lors où Wesley malheureusement nous quitte, quelle sera la configuration du groupe avant d'attaquer le tour principal. Pierre, merci beaucoup. Allez, merci, bonne soirée. Eh bien, écoutez, je vous propose désormais de poser vos questions. Axel May pour Europe 1 est le premier à lever la main. Axel, c'est à toi. Oui, vous m'entendez correctement, c'est la question qu'on pose maintenant traditionnellement. J'ai pas eu le temps de poser une question au médecin parce qu'il est parti tout de suite. Et la question que je vous pose, c'est du coup, Wesley Pardin, là, ce qui est officiel, on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure, même s'il y a une suspicion de ligament. Là, il rentre en France, il est forfait pour la suite du mondial, ça c'est une certitude, et il va donc être remplacé. Oui, c'est bien résumé. Malheureusement, la blessure de Wesley, même si elle n'est pas encore confirmée au niveau du diagnostic, vu l'état clinique de son genou, nous oblige à le rapatrier et à piocher dans notre liste élargie pour ramener un gardien de but au sein du groupe. Et alors, lequel sera-t-il? Oui, effectivement, j'aurais pu aussi répondre à cette question-là. Donc, on appelle Rémi Desbonnets pour rejoindre l'équipe dans les prochaines heures. On espère pouvoir bénéficier de sa présence dans le quotidien le plus rapidement possible. Le contexte est un peu particulier parce que pour rentrer au sein de la bulle sanitaire ici au Caire et dans notre hôtel, il va devoir passer de nombreux obstacles, de nombreux tests PCR, mais on espère pouvoir le compter parmi nous dans les prochaines heures. Vous ne vous poussez pas au portillon, je ne vois pas de main levée. Ça y est, alors on enchaîne avec Kevin Domas pour Handzone. Bonsoir Guillaume, oui. Kevin Domas de Hand News. Du coup, c'est Yann qui fait son entrée dans les 16 à partir de demain, je suppose. Donc au niveau des gardiens de but, effectivement, l'arrivée de Rémi est une arrivée au soutien du binôme qui était déjà présent. Et donc logiquement, Yann intégrera demain, s'il n'y a pas de soucis particuliers jusqu'à demain, intégrera le groupe des 16 et la compétition. D'où la confusion, je crois qu'il y avait une question de Yves Michel, pour le coup, de Handzone, qui se préparait. C'était exactement la question qu'a posée Kevin. Question suivante, les amis. Axel May, encore de Europe 1. Pour parler alors pas des blessures, mais du sport, des parquets,
l'Algérie, premier adversaire. Quand on regarde les 3 matchs que vous avez faits, on se dit bah il y a eu du très bon face à la Norvège, puis face à l'Autriche, gros écart de but, +7, et ça a été un peu plus compliqué face à la Suisse. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire cette équipe de France, elle est là, elle est bien, mais il ne faut pas non plus se voir trop beau, trop vite. Cette équipe de France, elle est dans son mondial, elle y est bien entrée. Cette première phase était convaincante avec de très bonnes phases et même de très bons contenus sur ces 3 matchs. Effectivement, un petit bémol hier avec ce match difficile face aux Suisses, mais on est là où on souhaitait être au tour principal avec le maximum de points et aujourd'hui démarre une autre compétition, une deuxième phase avec 3 nouveaux adversaires à affronter et non des moindres. Donc encore une fois, on souhaite avancer petit à petit et faire en sorte de passer les obstacles les uns après les autres. Et le premier, effectivement, c'est l'Algérie. On enchaîne avec une question de Nicolas Lepelletier du Monde. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Un petit mot justement sur chacun de ces 3 nouveaux adversaires. Ok. L'Algérie, une équipe qui propose un jeu auquel on a peu l'habitude. On joue quand même assez peu contre les équipes qui sont en capacité de proposer beaucoup de styles défensifs différents. C'est une équipe que l'on n'a pas croisée depuis longtemps et qui est capable de poser beaucoup de problèmes avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement dans leur jeu. Donc la nécessité pour nous d'être présent, d'être au rendez-vous de ce premier match du tour principal. L'Islande qui est quand même une équipe très expérimentée des compétitions internationales, souvent présente, souvent très solide et capable d'énormes coups contre toutes les grandes nations. Une équipe qui est assez jeune, à qui manque leur maître à jouer, Palmarsson, et qui pourtant, depuis le début de la compétition, a montré beaucoup de belles choses, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Une équipe qui sera difficile à bouger avec là aussi un système de défense très homme à homme, très tourné vers le duel, vers les confrontations directes. Et le Portugal, qui est l'équipe que l'on a beaucoup rencontrée ces derniers temps et qui nous a posé beaucoup de difficultés sur les dernières confrontations. On les joue également dans quelques semaines au TQO pour notre ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, c'est aussi des retrouvailles suite à notre Euro dernier en 2020, où dans notre tour préliminaire, on jouait déjà et la Norvège et le Portugal. La Norvège, on l'a eu en guise de plat d'entrée, et on se retrouve face au Portugal en fin de tour principal, certainement sur un match décisif quant à l'attribution des places qualifiées. Une question de Jean-Baptiste Maître de Ouest France, et pardon pour l'Arsène. Bonjour Guillaume, on parlait des 3 premiers matchs, il va y avoir donc ces 3 nouveaux avec toujours cette interrogation autour de la défense où on a vu un match plutôt engagé contre la Norvège et des questions qui sont revenues un peu plus, notamment contre la Suisse, où vous semblez avoir été un petit peu plus en difficulté dans le secteur défensif. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Sur notamment la difficulté à cadrer Andy Schmidt, et on a l'impression que notamment dans le secteur central les joueurs ont encore du mal à trouver des automatismes dans la répartition. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez et est-ce que... C'est votre analyse. J'avoue que ce match-là, quand on voit notre prestation défensive, je la trouve très bonne, notamment parce qu'il s'agissait d'une confrontation avec beaucoup de jeux à 7 contre 6. Et le ratio, si vous prenez le temps de le faire, est très favorable à la défense. Concernant le nombre de buts encaissés,
si on est capable de laisser tous nos adversaires à 24 buts, je pense qu'on sera dans la grande majorité des cas, qu'on sortira vainqueur du terrain. Une question de Jérôme Le Fauconnier pour le journal de l'équipe. C'est mieux avec le micro ouvert. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Bonsoir. tous. Guillaume, tu évoquais la 7 contre 6 qui est un petit peu la marque de fabrique du Portugal. Qu'est-ce qui est compliqué lorsque voilà, tu fais face à une formation qui joue beaucoup à 7 comme ça? Voilà, c'est par essence le jeu en infériorité numérique qui, de par la règle, permet à l'attaque de pouvoir bénéficier d'un grand temps de préparation, de très souvent de dispositifs défensifs qui sont plutôt resserrés de par le nombre de sorties de balles disponibles pour chaque porteur, et donc qui rend compliqué les alternatives ou les options défensives un peu plus ambitieuses. Donc c'est pas simple de jouer dans ce secteur-là, mais je trouve que les progrès démontrés sur ces phases-là depuis le début de la compétition sont intéressants. Le jeu à 7 contre 6 est une arme qui fait partie de l'arsenal réglementaire. C'est une arme à laquelle que je n'apprécie peu parce que je trouve qu'elle dénature un peu l'essence de notre jeu. Mais il faut faire avec et je trouve qu'on est plutôt en place par rapport à ça. On reprend une question d'Axel May et ensuite ce sera Eric Saintas. Axel. Oui, je me permets de rebondir sur ce que je vous posais comme question tout à l'heure sur le tour préliminaire. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans les propos, les analyses de Michael Guigou et Luka Karabatic hier qui disaient c'était une piqûre de rappel, la Suisse. Est-ce que ça aussi, c'est quand même quelque chose que vous leur avez dit? Attention, c'est une piqûre de rappel. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il faut qu'on reste vraiment concentré et ne pas et bien garder à l'esprit que cette équipe de France est encore en reconstruction. Peut-être que vous allez me dire que vous ne partagez pas mon avis, mais voilà, je vous pose la question. Non, mon opinion, c'est qu'on ne peut pas être complètement satisfait suite au match face à la Suisse. Clairement, on en a fait l'analyse. On était heureux de la victoire, heureux de rentrer avec 4 points au tour principal. Mais dans notre jeu, et c'est plutôt de l'autre côté du terrain qu'on a eu plus de difficultés dans notre efficacité au tir, dans nos choix, dans notre capacité à gagner les duels avec les défenseurs ou le gardien de but, que les problèmes ont été plus présents à mon goût. Et donc, c'est clairement une piqûre de rappel ou en tout cas un point de vigilance qui est présent et qui nous fait nous dire que c'est pas parce qu'il y a eu des prestations convaincantes et du jeu produit et des contenus intéressants que il faut pas sans cesse être capable de remettre le couvert, de remettre les ingrédients nécessaires à la performance et c'est ce en quoi avec le staff, on travaille pour que l'équipe continue d'avancer, continue de progresser et de trouver ce rythme de croisière qui diminue les fluctuations de performance. Une question d'Éric Saintas, France Télévisions. Bonsoir Guillaume. Le temps de jeu de Melvin Richardson n'est pas très élevé. Alors, est-ce circonstanciel ou d'ordre tactique? Peut-être parce qu'il est moins percutant que Nedine dans le même poste de demi-centre. Tu as une explication à cela? Alors, Melvin joue au poste de demi-centre avec Quentin Mahé depuis le début de la compétition. Et c'est vrai qu'il a eu un temps de jeu pour le moment qui a été plus restreint, mais c'est lié aussi à la qualité de la rentrée de Quentin suite à sa blessure. Et c'est quelqu'un sur lequel on continue de compter et qui, pour le coup, même si son temps de jeu est plus limité, c'est celui qui était sur le terrain dans le Money Time face à la Suisse. Donc c'est forcément quelqu'un sur lequel on compte. Une question ou une relance, Eric? Ce serait donc plus un impact player, quelque part.
Oui, vous voulez quoi? Une validation, une étiquette? On a 16 joueurs sur notre feuille, on a des convictions, on essaye d'identifier des rôles principaux, les gens qui doivent arriver dans un second temps, et ces gens qui doivent arriver dans un second temps peuvent arriver très vite en responsabilité en fonction de ce qui se passe sur le terrain. On est sans cesse dans l'analyse de ce qui se passe, du rapport de force, de la performance des uns et des autres. On sait qu'on a un groupe dense, homogène, avec beaucoup de qualités, et on n'hésitera pas à s'appuyer dessus si la situation le requiert. Y a-t-il des questions supplémentaires? Si, moi, j'en ai une, peut-être, à nouveau Europe 1. Axel, c'est à toi. Si c'est peut-être. Juste, les pyramides, c'était comment? Parce que vous les avez vues de près, là, aujourd'hui. Ouais, on a eu l'occasion, et c'est aussi ce qu'on s'est accordé dans cette fin de tour préliminaire, de pouvoir sortir de notre rythme de jours de repos. Alors on a continué à travailler, hein, les joueurs ont bossé cet après-midi normalement, mais c'est vrai qu'en fin de matinée, on s'est permis une petite escapade autour des pyramides, là aussi dans un cadre ultra sécurisé où on n'a croisé personne, on était dans des endroits qui avaient été réservés pour nous, et qui nous ont permis de profiter de ce magnifique panorama et de cette chance un peu unique que l'on a de pouvoir être si proche de ces merveilles que sont ces pyramides. Une question pour Eric Sintas. Ouais, juste une petite relance par rapport au début de cette conf. Est-ce que, Guillaume, tu as eu le temps un petit peu de parler avec Wesley? Bon, je sais que le tournoi est fini pour lui, mais quels sont les mots que tu as eus pour lui, à même que tu préfères te les garder pour toi? Et qu'est-ce que tu penses malheureusement de ce qui lui est arrivé, quoi? C'est une circonstance de jeu, mais bon, je voudrais avoir ton sentiment là-dessus. Dur. Mon premier sentiment, c'est un sentiment de tristesse pour Wesley, aussi de frustration, parce que ce type de blessure, si le diagnostic venait à être confirmé, l'enverrait sur très certainement une opération et de longs mois de rééducation. Un Wesley qui était dans une forme étincelante, qui sortait d'une très grosse première partie de saison avec Aix, qui avait fait de très très belles choses avec nous. Donc forcément, c'est rageant, et en même temps, on sait que ça fait partie de notre sport, ça fait partie des histoires des compétitions qui se font et se défont aussi au rythme des blessures, des problématiques. Là, on a forcément une grosse pensée pour lui, parce que avant son retour, il est lui sorti de la bulle pour faire ses examens, et quelque part, on aura du mal à se retrouver à nouveau avec lui pour pouvoir lui dire au revoir. Donc c'est un peu le cœur lourd que les trajectoires vont se séparer avec Wesley, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez difficile. Et en même temps, notre rôle en tant que staff, notre rôle auprès des joueurs, c'est de faire en sorte, même si c'est dur, c'est de basculer dans la suite, de penser à l'après, et de préparer les prochains matchs. Merci. On prend une ultime question d'Yves Michel avant d'accueillir Eric Maté. Yves? Ouais, tout simplement, Guillaume, le choix de Rémi Desbonnets, tu avais aussi Kevin Bonnefoy. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait plus l'un que l'autre? Les références, les références que Rémi a depuis de nombreuses saisons en Lidl Star League, en LNH, et puis le fait qu'on ait eu l'occasion de l'avoir sur la semaine de novembre, sur la préparation de ce mondial, des moments de préparation qui nous ont aussi permis de découvrir quel garçon c'était, et c'est aussi pour cela qu'on a fait appel à lui. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Salut. Bonsoir. On va faire un petit tour de nos amis journalistes qui sont malheureusement bloqués derrière leurs écrans. Et écoutez, on vous invite à poser vos questions. On débute avec Dominique Percadier de Midi Libre, voilà, que tu connais bien naturellement. Bonsoir Dominique. Dominique, il faut que tu ouvres ton micro. Vous m'entendez? Parfaitement.
Bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais savoir qu'attendait de toi Guillaume au quotidien et je voulais savoir aussi si ce rôle d'adjoint en équipe de France variait beaucoup par rapport à ce que tu as pu connaître à Montpellier, par exemple. Oui, ça varie pas mal parce que le rythme d'un championnat du monde n'est pas du tout le rythme qu'on peut avoir en club. Donc, j'essaye d'aider Guillaume dans le quotidien, bien évidemment, mais aussi d'anticiper comme on joue tous les 2 jours. Euh, pour prendre l'exemple de l'Algérie, l'Islande et le Portugal, ce sont des matchs que j'ai déjà regardés aujourd'hui, hier, avant-hier, pour pouvoir anticiper et donner un petit peu mon ressenti sur ces matchs-là pour gagner du temps. Lui, ça lui permet de rester dans le quotidien et de vivre le moment présent, donc de rester focus, là en l'occurrence sur l'Algérie, quand moi je suis déjà passé à l'Islande et au Portugal. On va prendre une question de Jérôme Le Fauconnier. Bonsoir Eric. Guillaume nous a dit qu'il n'était pas un grand fan de la 7 contre 6. Je voudrais avoir ton avis là-dessus et savoir comment on se prépare, sachant que vous avez retrouvé le Portugal qui vous a fait beaucoup de misère dans le passé et qui est vraiment un adepte de ce jeu à 7. Oui, bonsoir Jérôme. Plusieurs choses. Alors moi, personnellement, le 7 contre 6, c'est pas non plus ma grande tasse de thé. Je le travaille avec mon club, mais je l'utilise que très rarement. Quant au Portugal, on parle du Portugal, mais la plupart des équipes commencent maintenant de plus en plus à le jouer, hein. On l'a vu avec la Suisse hier. L'Algérie l'a un peu tenté sur son premier match. Les Islandais le jouent aussi de temps en temps, les Portugais, on a vu d'autres équipes le jouer. Mais le Portugal, justement, l'adepte du 7 contre 6, le joue beaucoup moins ces temps-ci. Et ont eu d'ailleurs une désillusion en Islande en le jouant très très mal, ce qui ne leur ressemblait pas vraiment. Et là, le ratio est plutôt inversé. Ils jouent beaucoup plus à 6 contre 6 qu'à 7 contre 6 actuellement. Est-ce que parce que Salina revient de blessure et qu'il était réellement utilisé dans ce registre-là, alors que là, il joue très peu, hein, il a très, très, très peu de temps de jeu depuis le début du mondial. C'est peut-être une des raisons. En tout cas, il le joue beaucoup moins que par le passé. Peut-être aussi le garde-t-il pour le tour principal et les matchs à élimination directe. On va prendre une question de Yves Michel pour Endzone. Salut Eric. Ce matin, je regardais un peu la liste au niveau des temps de jeu des Portugais notamment, et on s'aperçoit que votre homologue Pereira a fait vraiment tourner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui dépasse 2 heures de temps de jeu sur 3 matchs. Est-ce que la fraîcheur, tu penses, va être une des clés de ce qui arrive? Bonsoir Yves. Oui, je pense que la fraîcheur est effectivement un des éléments. Après, leur poule leur a un peu plus permis ça que notre poule, hein. Nous, à défaut d'avoir les États-Unis, sans les dénigrer, on a eu un adversaire a priori beaucoup plus redoutable. Sans dénigrer non plus l'Algérie et le Maroc, sont des adversaires qui, dans le contexte international, sont quand même un cran en dessous. Donc ça leur a aussi permis de gérer un peu plus leur effectif. Mais effectivement, je pense qu'en jouant tous les 2 jours de cette façon-là, avec des rythmes dans la première partie du calendrier pour les joueurs qui étaient déjà des rythmes très soutenus, cette gestion de l'effectif va être aussi un élément important. On essaye de s'y atteler. L'histoire du match nous fait pouvoir le continuer ou pas, hein. Je prends l'exemple du match d'hier. Quentin Mahé s'en est plutôt très bien sorti à la main. Le score du match étant serré a certainement moins permis à Melvin de s'exprimer. Jean-Baptiste Maître pour Ouest France. Bonjour Eric, pour revenir à la question de Jérôme au départ sur votre nomination au poste, pardon, c'était pas de Jérôme, c'était de Dominique, mais au poste d'adjoint de l'équipe de France, ça a été fait dans un contexte un peu particulier aussi, parce que vous avez eu un certain laps de temps avant de vraiment débuter vos fonctions sur le terrain. Comment ça s'est passé justement cette période avec Guillaume pour la répartition du travail,
vous, l'appropriation aussi de ce nouveau rôle, comment ça s'est passé aussi cette période avant les premiers matchs et les premiers stages? Bah, c'est vrai qu'on devait passer d'une période où, en mode commando en février et un mois à peine pour préparer un TQO, à quasiment une année pour en fin de compte préparer nos premières échéances. Ça a été, je pense, un mal pour un bien nous concernant parce qu'on a eu des séminaires avec tout le staff, on a eu des réunions visio avec des staffs réduits. Avec Guillaume, vous n'êtes pas censé savoir qu'on habite au même endroit ou à 1,5 km l'un de l'autre. Donc, on se voyait très, très, très régulièrement, toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Donc, ça nous a permis effectivement de reparler du jeu de l'équipe de France, de reparler du fonctionnement qu'on voulait avoir en équipe de France, des rôles de l'un et de l'autre. Mais en fin de compte, le rôle de l'un et de l'autre s'est fait assez naturellement parce qu'on en a discuté en amont, certes, mais la répartition des rôles se fait quand on est les mains dans le cambouis au quotidien. Et donc, bah, ça, il fallait qu'on le teste. Donc, ça a été plutôt bien pour nous d'avoir cette période du 27-30 décembre où on a pu justement tester notre collaboration en direct et en concret sur le terrain. Une question d'Excelmet pour Europe 1, ensuite on passera à Dom Mercadier. Oui, bonjour. Question que je posais tout à l'heure à Guillaume Gilles, donc je vais voir si vous allez répondre un peu différemment. Cette équipe de France, avec votre regard qui est encore relativement neuf quand même sur les Bleus, on a senti, vu de l'extérieur, on ne savait pas trop dans quel état elle arrivait. Elle a montré face à la Norvège qu'elle savait faire de très belles choses. Elle a confirmé contre l'Autriche. Elle a été un peu plus difficile face à la Suisse. Vous dites quoi? Vous dites ils sont là, ces Français, ou on ne sait pas encore trop à quel niveau on se trouve? Moi, je pense qu'ils ont répondu présent. On a fait un match très solide contre les Norvégiens. Ensuite, on a démontré contre les Norvégiens qu'avec de l'engagement total, avec une équipe soudée, on pouvait avoir de très bons résultats face à une très bonne équipe. Le dernier match contre la Suisse nous a rappelé qu'il fallait qu'on reste en éveil. Peut-être qu'il y a eu un tout petit peu de relâchement inconsciemment sur cette dernière rencontre. Mais en tous les cas, je pense que l'équipe de France est bel et bien présente à la condition que notre engagement soit total en permanence. Et on voit bien qu'on n'a pas le loisir à se relâcher dans ce championnat du monde. Dom Mercadier, c'est à toi. Tu disais, Eric, tout à l'heure que tu anticipais beaucoup sur les adversaires de l'équipe de France. Et je voulais savoir si tu avais pu voir les autres groupes et s'il y avait une équipe, une sélection qui sortait du lot, selon toi, depuis le début de ce mondial. Merci. J'ai regardé un peu sommairement ces équipes des autres poules. Je voulais regarder et je vais regarder ce soir l'Allemagne-Hongrie pour en avoir un petit peu plus. On voit quand même qu'il y a quelques surprises ou en tous les cas quelques niveaux un peu fluctuants des plus grosses sélections. Est-ce que c'est une gestion du début du mondial avant d'arriver sur les tours un peu plus décisifs? Est-ce que c'est un contre-coup aussi de cette première partie de saison, avec notamment ceux qui ont fait le Final Four et qui ont poussé jusqu'au 27 décembre la compétition? Il y a peut-être un petit mélange de tout ça. En tous les cas, on constate que le niveau, ou en tout cas la suprématie des uns, n'est pas encore très bien ancrée dans ce championnat du monde. Une question de Kevin Domas pour And News. Bonjour Eric, c'est ta première compétition avec l'équipe de France. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti interpellé ou en difficulté vis-à-vis de ton organisation personnelle? Parce que c'est quelque chose que tu connais pas forcément. Je ne me suis pas senti en difficulté. Par contre, le rythme est bel et bien élevé, hein. Le rythme est élevé de par le fait qu'on joue tous les 2 jours. Donc forcément, c'est un rythme différent. Mais je pense m'y être bien habitué. On avait préparé en amont tout ce qu'il fallait avec le club de Chambéry pour aussi me libérer de cette tâche-là. Ce qui fait que mon adjoint, Laurent Busselier, qui a repris son activité physique après un arrêt de travail, a très bien pris la relève. On l'avait préparé
beaucoup en amont pour pouvoir effectivement me libérer l'esprit de cette tâche. Dominique Mercadier. Non, j'ai plus de questions, je suis désolé. Ah, je croyais que je n'avais pas été encore assez clair pour toi et que tu revenais à la charge. Non, c'est bon, merci beaucoup. Merci. Alors, vous savez que le temps est compté. Alors, pour information, on a 1 heure de plus, hein, donc l'heure du dîner se rapproche pour Eric, le staff et les joueurs. Donc, n'hésitez pas, sinon on va libérer Eric assez rapidement. Il pourra aussi retourner à sa vidéo, qui est son jeu fétiche depuis plusieurs jours. Yves Michel. Eric, ce mondial en Égypte, bon, avec toutes les contraintes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment, est-ce que de l'extérieur, les gens pensent qu'il y a une compétition qui se joue dans leur ville notamment? Est-ce qu'il y a une espèce d'engouement, même si les gens ne peuvent pas aller dans les salles, ou alors c'est un truc totalement ubuesque, un peu comme les championnats du monde ou d'Europe qu'on vit lorsqu'on part l'été avec les juniors? C'est difficile à percevoir pour nous parce que on est dans la bulle et on n'en sort pas, donc difficile de voir quel est l'engouement. Malgré tout, de ce qu'on peut percevoir à l'hôtel quand on revient d'un match, il y a une bonne partie du personnel qui est là pour nous accueillir et nous applaudir à notre arrivée. Lorsqu'on prend le bus, on voit les riverains, les passants nous faire des signes. Voilà, c'est un peu les seuls indicateurs que je peux donner. Si, à la télévision aussi, il y a 3 chaînes dédiées au mondial et qui diffusent tous les matchs. Et on voit des reportages, des émissions sur le mondial toute la journée. Donc on devine quand même qu'il y a un engouement certain sur ce mondial-là. Maintenant, difficile de le mesurer pour nous. Avec les salles vides, on sort de l'hôtel, on va dans le bus, on arrive à la salle, on sort du bus et on va directement dans la salle. Donc c'est assez difficile à mesurer malgré tout. Une question de Tristan Paloc, je crois, toujours pour En News. Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour Eric. J'avais une question, on a beaucoup parlé de vidéo. Ça se passe comment? Vous organisez comment? Vous êtes toute la nuit durant derrière votre petit ordinateur à prendre des notes, ou vous avez des gens qui vous aident? Comment ça s'organise? Alors, depuis des années, hein, Vincent Griveaux est le responsable dans le staff dédié à la vidéo. Donc, il séquence tous les matchs. Donc, séquencer, ça veut dire qu'il découpe tous les matchs séquence par séquence en les annotant de certaines choses avec lesquelles on a échangé, lui, moi et Guillaume. Donc, c'est plutôt lui qui est derrière son écran à passer les nuits à décortiquer tout ça. Et ensuite, il me donne son travail et dans son travail, moi, j'essaye de revoir les séquences pour savoir celles qui m'intéressent le plus, donc dans ma sensibilité. Et cette sensibilité, après, on la repartage avec Vincent et avec Guillaume. Donc, on recroise régulièrement nos informations. Y a-t-il une question supplémentaire? Alors peut-être avant de nous quitter, vous vous rappelez donc que l'équipe de France affrontera l'Algérie mercredi à 18h, puis l'Islande vendredi à 18h. Ces 2 matchs seront sur beIN Sport en direct. Enfin, dimanche, face au Portugal à 20h30, et là ce sera à la fois sur beIN Sport et sur TMC. Écoutez, je crois que c'est le moment de vous quitter. Vous avez compris la mécanique depuis le début de ce championnat du monde. On se retrouvera le jour off, c'est-à-dire jeudi, entre l'Algérie et l'Islande, avec certainement de nouveaux invités. Merci à toutes et à tous. Bonsoir Eric. Bonsoir.